À en croire ces images de Tokyo, on pourrait penser que ça y est, le voyage touche à sa fin, ça sent le grand retour vers l'Europe. Mais que nenni, cette nouvelle étape dans la capitale signifie seulement que j'arrive à la moitié de mon parcours, et surtout que le meilleur reste à venir. Entre le cœur de la cité très connue et la banlieue quasi déserte, voici un épisode tout en contraste. Voilà maintenant un mois que je suis arrivé, et après une belle boucle à travers le pays, je suis de retour dans la capitale. Mais vous me direz que je dois déjà bien la connaître, cette capitale. Sinon, j'aurais pas créé Doc Japan Travel, mon activité de travel planner Japon, et sur laquelle vous trouverez tous les détails dans la description. Alors, qu'est-ce que je fiche à Shibuya? Car vous aurez pour la plupart reconnu ce carrefour ultra célèbre. Y a-t-il rien de mieux à voir à Tokyo? Pas d'endroit moins connu? Si, bien sûr. Mais je dois vous rappeler qu'à ce stade, je ne suis pas seul, et qu'une des personnes qui m'accompagne n'était encore jamais venue au Japon, et pour elle, c'est sa première visite de Tokyo. Du coup, il y a des incontournables, comme Shibuya, ou encore les jardins du palais impérial. Ah oui, l'ambiance n'est déjà plus la même, et je sais que c'est pas la saison idéale non plus. Seulement, on peut pas toujours visiter le Japon en pleine période des sakura, Parfois, on n'a pas le choix dans la date. Un peu à l'instar du Kinkakuji à Kyoto, je n'étais pas revenu au palais impérial depuis mon tout premier voyage il y a près de 20 ans de cela. Par conséquent, c'est plutôt intéressant de visiter ces jardins avec un regard différent, notamment un regard plus affûté du point de vue historique. Du coup, je remarque aujourd'hui des détails qui m'avaient totalement échappé à l'époque, et je m'attarde sur des lieux devant lesquels j'étais passé très rapidement, comme ces bâtiments ornés du Kamon des Tokugawa et dont je découvre aujourd'hui qu'ils servaient à loger des garnisons de samouraïs. Comment ai-je pu rater ça en 2005 ? J'aime mieux pas y penser, tiens. Surtout qu'il y en a quelques-uns et que pour certains ce sont encore des vestiges de l'ancien château d'Edo. Je pensais qu'il n'en restait pratiquement rien à part les fondations de pierre. Apparemment, je me trompais. Alors pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec l'histoire, Tokyo était autrefois Edo, un petit village devenu par la suite la seconde ville la plus importante du pays, après Kyoto, la capitale. C'était notamment le fief des shoguns Tokugawa durant toute l'époque Edo, ainsi nommé en référence à cet endroit. Ici se dressait alors le château d'Edo, dont il ne reste quasiment rien comme on peut le voir. Lors de la restauration Meiji en 1868, l'empereur reprend le pouvoir et pour bien signifier qu'il n'y aura plus de shogunat, vient s'installer au château d'Edo, qui sera plus tard totalement transformé. C'est ainsi que Tokyo devient la capitale du pays et que depuis lors, l'empereur a ici sa résidence. Impossible d'y pénétrer, hormis pour une visite guidée sur réservation, et encore, on n'entre pas dans les bâtiments, seulement dans le parc intérieur du palais. On peut également y entrer lors des saluts de la famille impériale, au moment du Nouvel An et de l'anniversaire de l'empereur, qui tombe désormais le 23 février. Quant à l'histoire des capitales japonaises, si celle-ci vous intéresse, allez voir la vidéo que j'avais consacrée à ce sujet voici déjà pas mal de temps, vous y trouverez davantage de détails passionnants. Ce qui est assez fou à cet endroit, lorsqu'on s'y attarde un peu,
c'est d'apprendre qu'à l'époque de sa construction, la mer se trouvait à quelques dizaines de mètres à peine de ses fortifications. Et quand on voit à quelle distance de celle-ci se trouve le palais impérial aujourd'hui, c'est juste dingue d'imaginer ce qu'il a fallu de technique et de persévérance pour gagner tout ce territoire sur les eaux. Je savais que l'île de Daiba et l'aéroport de Haneda étaient effectivement des polders, mais j'étais loin d'imaginer que la moitié de Tokyo avait elle aussi été conquise sur l'océan Pacifique. Avez-vous déjà entendu parler de l'effet Mandela? Cette impression de se souvenir de quelque chose avec précision alors qu'en fait c'est un faux souvenir. Et ben c'est clairement ce qui m'est arrivé ici, devant le célèbre Tokyo Metropolitan Building, ou Tocho. Alors peut-être que c'est à cause de cette pelouse synthétique qui a été ajoutée sur l'esplanade en contrebas de la route, ou du fait qu'à l'époque j'y avais accédé justement par cette esplanade, mais toujours est-il que je ne me rappelais absolument pas de l'existence de cette avenue, juste au pied du bâtiment, et qui donne l'impression que l'esplanade a été réduite de moitié. Non mais regardez ces clichés pris il y a 18 ans. On dirait que c'était 3 fois plus grand. Bon, à part ça, il faut reconnaître que la vue depuis l'observatoire panoramique est toujours aussi impressionnante, hein. Et ce, même s'il faut désormais faire la queue pendant de longues minutes pour prendre l'ascenseur, dans un sens ou dans l'autre. Pour mes compagnons de voyage, en revanche, ce sera l'occasion d'admirer Tokyo et le Japon pour la dernière fois sous ce beau soleil, car leur périple s'achève ici. Une fois redescendu de l'observatoire, direction l'hôtel pour récupérer les valises, puis l'aéroport. Quant à moi, me voici de nouveau seul. Avec un petit coup de cafard en prime, hein, je dois bien l'avouer, ces 2 dernières semaines ont passé encore plus vite que les précédentes. Mais il me reste 1 mois encore, alors c'est pas le moment de faire du sentiment. Et dès le lendemain matin, me voici à pied d'œuvre, prêt à démarrer la seconde partie de mon voyage, qui commence par des visites dans ce qu'on appelle le Grand Tokyo. Comprenez par là la grande banlieue de la mégapole. Et pour commencer, je vais prendre la ligne Seibu jusqu'au terminus Tokorozawa. Un lieu choisi un peu au hasard, je dois l'avouer, car je ne sais pas vraiment ce que je vais y trouver. Ça ne me ressemble guère, ça, de partir à l'aventure comme ça, mais on verra bien. Arrivé à destination, je tombe sur le sport le plus prisé des Japonais, le baseball. Alors non, pas sur un match, hein, mais sur le stade des Saitama Seibu Lions. Un nom qui, je l'avoue humblement, n'évoquait strictement rien pour moi, étant donné que mon immense culture sportive se résume à la Coupe du Monde de foot et éventuellement à l'Euro. Du coup, j'ai un peu halluciné de tomber sur un endroit pareil ici, parce que je pensais sincèrement qu'il s'agissait de l'équipe locale d'une petite ville de banlieue. Sauf qu'il s'agit en fait d'une grande équipe au niveau national. Alors remarquez, moi je suis bien venu ici sans trop savoir non plus où j'allais mettre les pieds. Hein. Et bon, sympathique petite bourgade nippone, oui, mais pas la plus animée du coin. Surtout un lundi matin et avec un temps plutôt nuageux. Alors, je me suis baladé dans les environs, espérant trouver à minima un temple ou un sanctuaire sympa, mais pour le moment, à part de jolies maisons, hein, comme partout ailleurs au Japon, quelques potagers, et des papillons occupés à butiner de jolies fleurs rouges sans se préoccuper de moi le moins du monde,
le calme plat. Soyons francs, hein. Mis à part si j'étais fan de baseball et des Saitama Seibu Lions, je ne vois pas l'intérêt de m'attarder dans le coin. Du coup, retour vers Tokyo. Et je vais en profiter pour aller voir un endroit qui semble lui aussi totalement dénué d'intérêt au premier abord, sauf lorsqu'on sait ce qui s'y est passé il y a plus de 50 ans déjà, en 1968. Me voici donc à Fuchu, toujours dans la banlieue de Tokyo. À première vue, comme je l'ai dit, cette rue n'a rien d'extraordinaire. En plus, elle est bordée d'un long mur de l'autre côté duquel se trouve une prison. Super. Et là, vous vous dites, bon, à tous les coups, il va nous parler d'une évasion spectaculaire qui s'est produite ici il y a 56 ans. Boubou! Faux, ce n'est pas une évasion qui a eu lieu ici, mais un hold-up. Un des plus incroyables braquages de l'histoire du Japon. Et pas que. Vous voulez en savoir plus avant de continuer cette vidéo? Alors, je vous conseille d'aller d'abord visionner ce documentaire, sorti sur la chaîne il y a déjà un bon moment, le seul pour l'instant, consacré à cette histoire, le casse des 300 millions de yens de Fuchu. Si vous aimez les intrigues policières, eh ben vous allez être servi. C'est donc là derrière moi qu'il y a 55 ans se trouvait la station essence où les convoyeurs de fonds se sont à la fois réfugiés et puis surtout ils sont allés téléphoner pour prévenir la police donc du casse qui venait d'avoir lieu. Alors comme vous voyez évidemment ça fait longtemps que c'est plus une station essence hein, bien sûr, mais c'est toujours, vous voyez les voitures, c'est toujours un lieu où on s'occupe des voitures en fait. C'est ça qui est marrant. Et là, cette petite ruelle où je me trouve, eh ben, c'est tout simplement le fameux raccourci, le petit chemin où le voleur avait laissé sa moto et qui lui a permis donc de prendre de vitesse la voiture des convoyeurs. Voilà, évidemment aujourd'hui, hein, ça ressemble plus du tout. À l'époque, c'était une sorte de terrain vague, il y avait quasiment rien, il n'y avait peut-être pratiquement pas d'habitation. Aujourd'hui, bon, 55 ans après, forcément, ça a bien changé. Cette première journée dans la grande banlieue de Tokyo s'achève ici, dans ce quartier où seul un chat empêche les prisonniers de s'évader de la prison voisine. Je vous accorde volontiers que c'était pas les visites les plus palpitantes du voyage, mais rassurez-vous, dès le prochain épisode, on reprend les bonnes habitudes.